Mon histoire commence il y a 2 ans, lorsque je retrouve une lettre écrite par mon papa pour sa cérémonie d'enterrement. Dans cette lettre, il explique qu'il souhaite que ses cendres soient dispersées sur les 7 sommets, le plus haut sommet de chaque continent. C'est pas mon projet initialement de faire les 7 sommets, j'en avais bien d'autres à l'époque. Mais en même temps, j'avais 23 ans, pas d'enfants, pas de famille, pas de maison. Pourquoi ne pas prendre un tel risque ? Il y a quelques semaines, je déjeunais avec la présidente du groupe Schmitt, Anne Leitgen, et elle me dit ceci. Choisis tes combats avec ton cœur avant tout. La raison n'est pas plus fiable, et puis, tu as toute la vie pour explorer un tas de choses. Cette phrase m'a profondément marquée, puisque depuis le décès de mon papa, c'est exactement comme ça que je voyais les choses. Il est décédé, j'avais 9 ans. Il est malheureusement décédé d'un cancer du pancréas. Il s'est battu pendant 4 ans contre la maladie. Et le jour de son décès, il s'est mis à neiger. Et j'ai compris que la neige serait notre lien éternel. Depuis, j'ai suivi les petits et les grands hasards qui m'ont mené à prendre de plus en plus de risques. Mon premier grand risque, c'était en juillet 2021, après avoir gravi le Kilimandjaro. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'était le Kilimandjaro, mon premier risque, mais c'est pas celui-là que j'ai envie de vous raconter. J'avais décidé de rencontrer Mike Horn. Je pense que vous voyez tout ce qui est Mike Horn, un grand explorateur, et vous allez me dire, évidemment, elle veut rencontrer Mike Horn, elle a comme projet de faire les 7 sommets. Mike, il a fait plein d'expéditions, il a gravi des tonnes de sommets, mais c'était pas pour ça que je voulais rencontrer Mike Horn. Je voulais rencontrer Mike Horn parce qu'après avoir fait le Kilimandjaro, ma maman a envoyé un mail à tous nos amis, et un de nos amis du Canada avait, par hasard, encore une fois, trié ses mails et a redécouvert un mail qu'il avait envoyé en 2004 à Mike Horn. Et dans ce mail, il parlait de mon papa. Et à ce moment-là, je comprends que c'était le projet de mon père de faire les 7 sommets. Et puis son projet surtout, c'était pas seulement de faire les 7 sommets, c'était de devenir un modèle pour toutes les personnes atteintes de cancer. Et là, ça a fait tilt dans ma tête, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Mais en plus de ça, ce mail, il a eu une réponse, et c'est la femme de Mike qui a répondu. Voici le portable de Mike Horn, vous pouvez l'appeler, d'ici quelques semaines, il rentrera d'expédition. Et puis après, plus rien. Sauf que Cathy, quelques années plus tard, est décédée d'un cancer également. Mike a 2 filles, qui ont presque mon âge. Enfin bref, vous avez compris, il fallait que je rencontre Mike Horn. Alors je lui ai envoyé un mail, un deuxième mail, un troisième mail, j'ai pas eu de réponse. J'ai contacté ses filles sur les réseaux sociaux, j'ai pas eu de réponse. Et puis j'aurais pu me dire, c'est pas grave, je vais pas rencontrer Mike Horn. Mais si, je voulais rencontrer Mike Horn. Alors qu'est-ce que j'ai fait en décembre 2021 ? Je suis allée jusqu'à Genève, je travaillais à Paris à l'époque, à une de ses conférences, et puis je me suis dit, peu importe cette lettre, je vais la donner à quelqu'un, même si c'est pas Mike en personne, mais je la donnerai à quelqu'un. Et en fait, il se trouve qu'à la moitié de la conférence, il a dit, est-ce que vous avez des questions ? Ma maman était avec moi, comme souvent, et je l'ai regardée droit dans les yeux, je lui ai dit, maman, c'est mon moment, c'est maintenant. Donne-moi la lettre. J'ai pris la lettre, on était au dernier rang de la conférence, il y avait plus de 3000 personnes. J'ai pris la lettre, j'ai commencé à descendre les marches. Mike il a laissé parler 1 personne, 2 personnes, puis nos regards se sont croisés, je me suis dit, par pitié, s'il te plaît, interroge-moi. Et puis il m'a interrogée, et puis il me dit, t'as déjà descendu toutes ces marches, tu dois vraiment avoir quelque chose à me dire. Et puis là, je lui raconte toute l'histoire. Il descend de scène, il me prend dans ses bras, très ému, et il me dit, je te soutiendrai dans ton projet, et puis si je peux t'accompagner sur un sommet, je le ferai. Ça a été le début de tout pour moi parce que déjà, j'avais pris le risque de raconter mon histoire personnelle devant 3000 personnes, ce qui n'était pas évident, j'avais le cœur qui battait à 1000 à l'heure. Mais c'était aussi avoir la confiance d'une personne qui avait vécu des explorations similaires aux miennes. Et puis c'était finalement ce dont j'avais besoin pour vraiment me lancer dans mon challenge. Je suis rentrée à Paris, et puis ça y est, j'en étais certaine, je vais tenter de gravir les 7 sommets. Je dis bien tenter parce que je ne l'ai pas encore fait, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, mais en tout cas, c'est le projet. Mais dans ma tête, il me trottait aussi une chose. Mon père voulait le faire pour des personnes atteintes de cancer, mais je n'avais pas vécu le cancer. Et je voulais le faire pour cette cause, mais pas de la même manière, parce que
Parce que je pense que moi aussi, j'ai vécu quelque chose dans tout ça. Parce que je pense que quand on vit la maladie de son parent, de ses 5 ans à ses 9 ans, bah, c'est aussi un traumatisme qui est très très fort. Et donc j'ai décidé de faire ces 7 sommets pour les enfants qui ont vécu la même chose que moi, donc qui ont perdu un parent ou qui ont un parent atteint de cancer. Et c'est comme ça qu'est née mon association 7 sommets contre la maladie, en mars 2021. Quand j'ai créé cette association, je ne savais pas exactement ce qu'elle allait faire. Je pensais, j'avais l'intuition profonde qu'elle allait pouvoir être utile à beaucoup de gens, mais je l'ai créée un peu vite, avec le cœur, mais je me suis dit, on verra bien au fur et à mesure. On verra bien les opportunités qui vont s'ouvrir à moi et comment je vais pouvoir finalement les aider en rencontrant les enfants. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, il se trouve qu'on a été invités, un peu par hasard encore une fois, à tous les matchs de Roland-Garros. Alors on va se dire, c'est incroyable, oui je suis d'accord avec vous, c'est incroyable, on était même à la finale de Roland-Garros, invités avec des familles d'associations. Et c'est comme ça que tout a commencé. Je me suis dit, en fait, les enfants, on va les accompagner à des événements exceptionnels. Donc des événements sportifs, des événements culturels, des concerts, et rencontrer des gens exceptionnels. On a fait le Tour de France, on était avec une équipe du Tour de France, on était dans leur hôtel, on a rencontré les cyclistes pendant la période du Tour de France, on a fait les championnats du monde de ski à Courchevel, on était il y a quelques semaines à l'hippodrome de Longchamp, invité par Longines, on a vu les chevaux les plus chers du monde. Il y a 2 semaines, on était avec le navigateur Fabrice Amédéo, qui est d'ailleurs parrain de l'association, qui est actuellement en train de faire la Transat Jacques Vabre. On est monté sur son bateau, on a fait une initiation voile. Voilà comment je fais rêver les enfants aujourd'hui. Et puis, maintenant, ça fait 1 an et demi. Et en 1 an et demi, on a déjà accompagné quasiment une centaine d'enfants en France, grâce aux hôpitaux avec lesquels on travaille. Donc à Strasbourg, je suis originaire de Strasbourg, donc on travaille avec l'ICANS, on travaille avec le centre Léon Bérard à Lyon, on travaille avec le centre Oscar Lambret à Lille. Et j'espère au plus profond de moi qu'on travaillera bientôt avec tous les hôpitaux en France et qu'on puisse aider autant d'enfants que possible. Et puis, ce que j'aimerais dire par rapport à tout ça, c'est que finalement, la création de mon association, c'était une intuition. J'ai un peu pris un risque parce que j'avais peur que ça ne fonctionne pas, mais mon cœur m'a dit que ça allait marcher. Je l'ai fait et aujourd'hui, ça grandit de plus en plus, de plus en plus. J'ai presque du mal à déjà moi-même savoir où est-ce que ça va aller et puis jusqu'à où ça peut aller. Et puis c'est ça. Là, le 3e point, c'est jusqu'à où on va dans notre prise de risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut toujours plus de followers sur les réseaux sociaux. On veut toujours monter des projets plus exceptionnels que son voisin. On veut, enfin pour ma part par exemple, j'ai envie de pouvoir accompagner autant d'enfants que possible. Je veux m'assurer de réussir les 7 sommets. Et en fait, on en arrive à l'obsession. Et le risque, il y a aussi un vrai risque de l'obsession quand on monte des projets, c'est de ne plus savoir s'arrêter. C'est-à-dire que c'est du 7 jours sur 7, du 24 heures sur 24. Il faut toujours être là pour tout le monde, il faut toujours répondre à tout le monde. Et ça, c'est pas possible. Et puis, c'est pas possible non plus dans l'alpinisme de tout réussir. Et là, malheureusement, j'ai aussi un bon exemple. Depuis 2 ans, j'ai réussi beaucoup de choses. Quasiment tous les risques que j'ai pris, je les ai réussis. Et puis, je me suis sentie un peu invincible en me disant, en fait, tout est possible. Quand on se lance, quand on y va avec le cœur, etc., ça fonctionne. J'ai réussi le sommet du Kilimandjaro, j'ai réussi le sommet du Mont Blanc, je suis arrivée au sommet également de l'Aconcagua, à 7000 mètres d'altitude, donc le plus haut sommet d'Amérique du Sud. Et puis, en juin dernier, je me suis lancée sur le sommet du Denali, en Alaska. Je suis partie avec la certitude de réussir. J'en étais persuadée parce que, comme tout fonctionnait, je pensais intuitivement que mon papa était à côté de moi et qui m'épaulait et qui m'aidait et qui me suivait. Et donc, que ça allait fonctionner. On a passé 14 jours sur ce sommet, sur le Denali. 14 jours avec une météo catastrophique, mais vraiment catastrophique. Je n'avais jamais vu des tempêtes pareilles dans ma vie. On est resté bloqué plusieurs jours dans nos tentes. C'était très très long. C'est-à-dire que quand vous partez dans une expédition comme ça, vous avez à peu près 60 kilos par personne.
Donc vous doutez bien qu'on ne va pas s'amuser à apprendre tout ce qui est superflu. Donc quand vous attendez pendant une journée dans votre tente, il ne se passe pas grand-chose. Vous êtes dans vos vêtements, allongés, vous regardez le plafond. Heureusement, vous avez une personne à côté de vous avec qui vous pouvez parler, mais bon, pas non plus un milliard de choses à se raconter, quoi. Et puis ça m'a permis de beaucoup réfléchir à aussi tout ce challenge, pourquoi je faisais tout ça, etc. Et au bout de 14 jours, on était au camp 4, au high camp, à 6 heures du sommet. Et le jour du sommet, il faisait beau. J'étais persuadée qu'on allait y aller et qu'on allait réussir. Et malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Les guides ont décidé de ne pas y aller parce que c'était trop risqué. J'y ai pas cru. Je me suis dit, c'est pas possible. Vous pouvez pas me dire qu'on va pas tenter le sommet. On y est. On est à 6 heures du sommet. On le voit à côté de nous. Il fait beau. Et ils ont dit, non, c'est trop risqué. Et là, c'est de l'obsession qui a pris le dessus, parce que ça faisait 14 jours, que c'est aussi une recherche de sponsors qui est énorme. C'est des mois de sacrifice, c'est des mois d'organisation. Je suis suivie par un vidéaste qui lui aussi donne énormément de son temps et de son énergie pour réaliser ce challenge. On est arrivé jusqu'ici, en Alaska. Ça fait 14 jours qu'on grimpe, qu'on a nos sacs à dos super lourds sur le dos, qu'on a vu toutes les tempêtes du monde. On est à quelques heures du sommet et on ne va pas le faire. Et bien ouais, c'est ce qui s'est passé, on ne l'a pas fait. J'ai tout essayé. J'ai essayé de les convaincre de toutes les manières possibles. Je leur ai dit, mais on part avec notre équipe, on fait autrement. Ça ne l'a pas fait. Et c'est aussi ça, la prise de risque. C'est savoir accepter l'échec. Et c'est aussi ça, finalement, de cette épreuve, quand je suis rentrée en France, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'étais frustrée. Mais en fait, les gens autour de moi me disent, mais c'est pas grave, en fait. C'est la vie. C'est ça aussi, savoir accepter l'échec. C'est difficile de savoir accepter l'échec. Et puis, j'ai repensé à ce que m'avait dit Christine Janin. Alors, Christine Janin, c'est la première Française à avoir fait le Challenge des 7 sommets, et la seule, ce qui veut dire, entre autres, que je deviendrai potentiellement la deuxième Française à avoir fait le Challenge des 7 sommets. Et puis, c'est aussi la première Française à avoir fait l'Everest. Et elle m'a dit que j'étais capable de faire les 7 sommets, que je pouvais arriver au bout, mais qu'il ne fallait pas que ce soit une obsession. Il fallait que je tente, que j'essaye, mais que je puisse aussi accepter de me dire que je vais peut-être déposer mon papa un petit peu plus bas, mais que c'était pas grave. Le plus important, c'était de revenir, et c'était aussi ça le souhait de mon papa. Je pense qu'à aucun moment, il aurait aimé que je décède dans ces montagnes. Donc finalement, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, bon, c'est un échec, mais je suis encore là, ça veut dire que je peux le refaire. Finalement, ce que dit Christine Janin, elle a aussi créé son association qui s'appelle À chacun son Everest, et je trouve que c'est extrêmement intéressant, à chacun son Everest. C'est-à-dire que prendre un risque, c'est pas forcément, potentiellement mourir. Prendre un risque, c'est aussi vouloir rencontrer quelqu'un, faire un marathon, quitter son travail, se lancer dans son projet. Pour le coup, mon prochain risque, gros risque, ce sera vraiment de faire l'Everest en 2025. Mais avant d'atteindre ce gros risque, j'ai plein de petits risques qui m'attendent. Ma préparation mentale, ma préparation physique, trouver les fonds, ça coûte quand même 100 000 €. Tout ça, je le vois comme des petites marches. Et tout en haut, j'arrive au sommet de mon escalier, qui est l'Everest. Mais je dois gravir toutes ces petites marches avant d'arriver là-haut. Et parfois, il arrive qu'on reste bloqué sur une marche pendant un petit moment. Mais c'est pas grave, ça veut peut-être juste dire que la marche d'après était un peu plus haute et on stagne. Ça peut aussi dire parfois qu'on peut descendre une marche, mais c'est pas grave non plus. Si vous faites les choses avec le cœur et que vous êtes persuadé de la réussite de ce projet, vous y arriverez, malgré l'échec, vous y arriverez.